Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux au séminaire des utilisateurs QGIS. Avec notre équipe d'étudiants, nous vous avons préparé une petite présentation sur la dernière version de QGIS. Et pour revenir sur ce que les intervenants précédents vous ont présenté, c'est vrai que QGIS, c'est un logiciel qui a beaucoup d'atouts, surtout le fait qu'il soit open source et qu'on puisse compter sur une grosse communauté d'utilisateurs, également en entreprise. Et c'est pourquoi, même pour nous, en tant qu'étudiants, c'est vraiment un logiciel très utile et dont l'utilisation va être très pertinente. C'est pourquoi nous avons essayé de vous faire une présentation vraiment accessible au plus grand nombre sur des aspects très pratiques pour bien compléter les autres interventions que nous avons eues jusqu'à présent. Donc pour cette présentation, pour vous présenter cette dernière version, la 3.4, nous sommes partis sur un projet, nous avons travaillé sur un petit projet. Donc je vais commencer par vous rappeler le contexte. Donc notre équipe d'étudiants ici, nous sommes issus majoritairement de formation agrotique et également quelques étudiants de la formation data science. Donc nous sommes en dernière année de formation d'ingénieur agronome ici à Montpellier Supagro. Et nous avons travaillé donc sur ce projet pendant 2 jours, notamment avec des données ici du MAS numérique, qui est un site de démonstration de technologies innovantes numériques dédié à l'agriculture, donc qui se trouve au domaine du chapitre, mais nous allons vous le représenter plus en détail un peu plus tard. Et donc, pour ce projet, nous sommes partis, il y avait un double objectif. Nous sommes partis d'imaginer une demande client, c'est-à-dire un exploitant qui voudrait une base de données géographique pour, par exemple, connaître le temps passé sur une de ses parcelles avec ses machines. Et les données à sa disposition, donc, ce seraient des données SAM6, des fonds de carte hygiène, et des limites du parcellaire. Pareil, nous allons vous redétailler plus tard ce que sont ces types de données. Donc à partir de cette demande client, de cette requête que l'on peut avoir également en pratique, nous avons déroulé toutes les étapes classiques de conduite d'un projet avec QGIS. Et c'est également l'occasion de mettre en pratique et de vous présenter plusieurs innovations et plusieurs outils des dernières versions de QGIS. Donc également, comme je vous ai dit, comment les manipuler, vous montrer en détail comment ça fonctionne, vraiment sur un aspect très pratique. Donc je vais d'abord commencer par faire un petit récapitulatif des changements qu'il y a eu depuis la dernière version longue durée, la 2.18. Alors pour ceux qui ont été habitués à la version 2.18 et qui ont déjà un peu manipulé les dernières versions, les 3.0 et plus, vous avez peut-être remarqué, mais quand vous voulez enregistrer une couche vectorielle, maintenant le format qui vous est proposé par défaut, ce n'est plus le shapefile auquel on est habitué, mais c'est GeoPackage. Donc ce GeoPackage, qu'est-ce que c'est ? C'est un point important de notre présentation que nous allons essayer de vous expliquer, de vous montrer ce qui change dans le GeoPackage, à quoi il sert, et ce qui est différent par rapport au shapefile auquel on était habitué avant. Donc pour cette petite introduction, voici les points que nous allons aborder. Donc je vais revenir sur les changements, les principaux changements par rapport depuis la dernière version longue durée, la 2.18. Et ensuite, nous allons vous détailler un peu plus ce qu'était le shapefile et ce qu'est le GeoPackage et qu'est-ce que ces changements vont impliquer. La version que je pense la plupart d'entre vous connaissez, c'est la 2.18, c'était la dernière, c'est la LTR, la Long Term Release, donc la version longue durée qui est mise à jour, garantie d'être mise à jour pour plusieurs années. C'est celle qui est en vigueur, mais la version 3.4 est sortie là il n'y a pas longtemps et elle va devenir la prochaine version longue durée d'ici le mois de février. C'est pourquoi, en introduction, QGIS 3.4, pourquoi changer ? Parce que la version 2.18 va bientôt plus être mise à jour. C'est pourquoi il y a un intérêt à se former sur cette nouvelle version, la 3.4, qui va devenir la version longue durée, qui va être conservée pendant plusieurs années. Donc entre la version 2.18 et les versions 3 et supérieures, il y a eu des changements assez importants dans l'architecture. Et il y a tout un lot d'améliorations qui a été apporté dans cette version.
ce n'est pas exhaustif, hein, évidemment. Notamment, on peut citer qu'à présent, la version 3 et plus, on a une interface interne pour faire de la visualisation 3D, donc il n'y a plus besoin d'utiliser des plugins. Et voilà, notamment, ce dont je vous ai parlé là juste avant, le passage par défaut du format shapefile à GeoPackage. Donc, nous allons vous détailler plus en détail qu'est-ce que c'est que ce GeoPackage. Je vais passer la parole à Elise, qui va d'abord vous parler du shapefile. Donc, je vais revenir un peu sur le shapefile pour voir pourquoi est-ce que GeoPackage peut être une alternative intéressante. Le shapefile, ses gros avantages, c'est déjà que c'est un format de données qui est quasi universel, tout le monde l'utilise et il est compatible avec énormément d'outils. Un autre point fort, c'est que il a un espace de stockage réduit, une rapidité d'exécution, mais malheureusement, ça implique des limites, comme par exemple le fait qu'on a un maximum de 255 attributs dans un shapefile, une dizaine de caractères pour les entêtes, un type de data limité. Un deuxième gros problème du shapefile, c'est que c'est un format multifichier. On a trois fichiers donc obligatoires. Le fichier principal, l'index et la table des attributs. Et ensuite, on peut avoir nombre de fichiers en plus. Et du coup, si jamais il y a un seul de ces fichiers qui est mal nommé, mal placé ou au mauvais format, et c'est tout le shapefile qui est inutilisable. Je pense que énormément d'entre vous ici se retrouvaient avec un shapefile qui était inutilisable parce qu'il manquait ne serait-ce qu'un de ces fichiers. Et ensuite, il y a d'autres limites, comme par exemple le fait qu'on n'ait pas de définition de système de coordonnées, on n'a pas de topologie et on a un support 3D limité. Et je vais passer la parole à Axel qui va vous expliquer un peu plus ce qu'est le GeoPackage et en quoi c'est une alternative au shapefile. Merci Elise. Je vais maintenant vous introduire le GeoPackage que vous avez déjà dû manipuler pour certains et qui vient répondre finalement à certaines problématiques qui ont été soulevées par l'utilisation du shapefile. Le shapefile a été un format de fichier extrêmement fiable et stable. Et aujourd'hui, on a trouvé des solutions à certaines de ces problématiques, mais ça ne remet pas en cause la question de ce format, bien sûr. La qualité de ce format, pardon. Donc, qu'est-ce que le GeoPackage ? Donc, c'est un format de fichier qui a été introduit en 2014 par l'Open Geospatial Consortium, l'OGC, et qui est soutenu par l'armée américaine. Donc, c'est un premier point important pour noter la fiabilité et sa qualité, puisque les armées sont en général précurseurs et demandeuses de sécurité dans les outils qu'elles manipulent. Et c'est également un format qui est très encouragé par les structures pro-open source autour du monde, que ce soit des associations, des entreprises privées. Le GeoPackage vise à répondre à certains prérequis qui existaient déjà pour le shapefile, à savoir l'accès libre et la légèreté, et qui a poussé encore à des améliorations dans ce domaine. Et donc, il cherche aussi à faciliter l'usage, répondre au problème de la multiplicité des fichiers qu'on avait en shapefile, et également accroître l'interopérabilité, donc qui est un sujet universel qu'on retrouve dans tous les domaines aujourd'hui. Comment est-ce que le GeoPackage répond à ces solutions ? D'une part, par sa nature et sa structure. Donc, il s'agit d'un fichier étendu SQLite qui possède donc la particularité d'être pour un seul fichier doté de n couches. Et donc, c'est là qu'est tout l'enrichissement, c'est qu'on ne perd plus finalement un fichier ou un autre qui rendait parfois le shapefile inutilisable. Cette fois-ci, il y a vraiment une sécurité de ce point de vue. Également, le GeoPackage répond à un ensemble de consignes. Donc, c'est un environnement restreint qui impose des conditions. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans un GeoPackage et ça garantit une forme de sécurité du contenu, de l'information. Donc, dans ces consignes, on retrouve les données et les métadonnées réunies. Donc ça, c'est également une nouveauté qui est très valorisable puisqu'on n'égare plus les métadonnées associées à son fichier comme ça pouvait arriver avec un shapefile. Et enfin, la nature du GeoPackage, il
il est important de retenir que c'est un format de stockage simple et donc il ne permet pas d'utiliser des fonctions. Enfin, c'est vraiment le GeoPackage est une zone de stockage et c'est aussi un élément de sécurité. Enfin, donc les enjeux du GeoPackage. Donc il s'agit, le GeoPackage permet l'utilisation de données en natif, donc dans des langues, dans des langages de codage natifs, et sans passer par des traductions qui pouvaient réduire l'interopérabilité par le passé. Donc ça, c'est vraiment un grand atout pour l'interopérabilité. Également, le GeoPackage est utilisé et sera utilisé en environnement mobile et tablette, qui sont des outils de plus en plus exploités aujourd'hui, notamment quand on est au champ pour un exploitant qui souhaite utiliser ces logiciels. Et cela est dû au fait qu'il s'agit d'une base de données locale et sans connexion. Donc ce sont deux nouveaux atouts et qui permettent de fonctionner en faible connectivité et avec une bande passante réduite. Donc voilà les grandes caractéristiques du GeoPackage, et Alassane va vous présenter son environnement. Donc en fait, l'environnement qui permet de gérer le GeoPackage, c'est SQLite. En fait, c'est une application qui permet d'assurer l'interface avec l'utilisateur et qui permet de directement accéder aux données qui sont dans un fichier GeoPackage. C'est une architecture qui est un petit peu différente de l'architecture standard qui est basée sur le modèle client-serveur, où on a un programme qui est le client qui sert à assurer l'interface avec les utilisateurs, et puis on a un autre programme qui est le serveur qui sert à manipuler, à lire et à écrire dans la base de données. Donc, cette architecture, c'est une architecture qui a été conçue pour être légère et puis assez spécifique et assez bien adaptée aux systèmes embarqués tels que les smartphones, les tablettes, que ce soit Android ou iPhone. Donc, cette spécificité de ce système-là fait qu'il est le plus utilisé pour les applications, il est le plus utilisé au monde. Donc, non seulement il est le plus utilisé au monde, et en plus, il est le plus utilisé au monde, en fait. En plus, mais bien qu'il soit le plus utilisé au monde, il a quand même des limites quand il s'agit de gérer des données de type géospatial. C'est pourquoi il a une extension qui est le Spatialite, en fait, qui permet de gérer les données de type géospatial. Donc, Spatialite, lui, il a la particularité de proposer en fait à l'utilisateur de créer ses propres fonctionnalités en fonction de ses besoins. Donc, c'est assez intéressant parce que l'utilisateur pourra créer des fonctionnalités qui vont répondre à un besoin spécifique afin qu'il soit beaucoup plus efficient dans ses tâches. Mais le revers de la médaille avec cette liberté, c'est qu'on a finalement quelque chose qui n'est pas vraiment stable, puisqu'on a plusieurs utilisateurs qui auront différents besoins, qui ont différentes compétences, qui vont donc créer une solution qui ne sera pas standard et qui ne sera pas stable. D'où l'intérêt en fait du GeoPackage qui lui obéit à une norme qui a été établie par le consortium OGC, qui définit en fait les normes du GeoPackage et qui ne présente pas par contre qui n'offre pas la possibilité de créer des fonctions du coup qui restent stables et qui peut être partagées par tous ceux qui proposent des solutions, tous ceux qui donnent en fait des données géospatiales. Je passe la parole à... Alors, donc, je vais vous présenter un petit peu les rasters, comment ils se présentent dans la nouvelle version, comment on les intègre, et surtout comment on va les intégrer dans les divers outils les derniers outils qui sont proposés par les dernières versions de QGIS, comme vous a été présenté le GeoPackage juste avant. Alors, donc, les objectifs pour cette partie vont être de comment assembler les couches raster, comment créer un GeoPackage et ajouter justement les différentes couches raster dans celui-ci. On va voir ensuite comment intégrer ces GeoPackages dans un projet complet, donc soit dans un ou deux GeoPackages, on reviendra après sur le pourquoi. Et l'objectif principal de toutes ces actions va être en fait
hormis tout ce qui a été présenté avant au niveau du GeoPackage, d'avoir une optimisation d'affichage d'un raster et une fluidité accrue lorsqu'on les présente au format GeoPackage. Donc la chaîne de traitement qui va vous être présentée, donc tout d'abord, on va partir d'un postulat de base, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va dire, une dizaine ou une vingtaine de rasters, ce qui arrive couramment lorsqu'on est à l'échelle, par exemple, d'un département, donc une dizaine ou une vingtaine de couches rasters qui sont attenantes. Donc la première action en fait qui va être à réaliser avant de les intégrer dans un GeoPackage, ça va être de créer une table virtuelle de raster, donc un VRT, vous pouvez le voir ici, donc qui va en fait permettre d'assembler l'ensemble de nos couches attenantes dans une seule et même couche, dans une unique couche. Ensuite, on va exporter cette couche au format GeoPackage, puis on va réaliser en même temps un pyramidage qui va permettre, qui emploie des algorithmes qui vont permettre une plus grande fluidité de la donnée. Ensuite, ce fichier exporté et pyramidé pourra être ajouté dans le projet QGIS sous format de GeoPackage. Donc, je vais commencer donc par la table virtuelle raster, le VRT, qui est la première action à réaliser lorsqu'on gère un GeoPackage, avant même de commencer le GeoPackage. Donc là, on va voir la façon pratique en fait de créer cette table. Tout d'abord, donc je ne sais pas qui est habitué à travailler sur QGIS de manière quotidienne. Non, tout le monde, ouais. Ok, d'accord. Et qui est habitué à travailler déjà sur la version 3.4 ? Ouais, ok, bon, c'est déjà pas mal. Non, mais juste revenir en fait sur vraiment les actions élémentaires, parce que on s'en est aperçu, nous, en travaillant sur la version 3.4, que par exemple, pour ajouter une couche, donc c'est possible de faire des modifications, mais on n'a plus de base, en fait, on n'a plus la possibilité de rentrer des couches raster ou vecteurs directement sur l'interface de base initiale. Donc en fait, il faut aller sur Add a Layer, que vous voyez ici, au bout de la flèche rouge, qui va vous permettre en fait de faire apparaître cette interface, et là vous pouvez choisir le raster ou le vecteur. Donc là, on va commencer par intégrer nos couches raster dans notre projet. Donc vous avez ici l'interface, et vous cliquez sur le petit encart là pour aller sélectionner vos couches raster dans votre document. Donc vous avez vos fichiers qui s'affichent. Vous cliquez sur ouvrir, puis sur ajouter, qui vous permet donc par la suite de revenir à l'interface initiale sous QGIS. Vous avez dans l'encadré vos 6 couches shapefile. Là, on a choisi 6, donc qui sont attenantes, que vous pouvez voir ici. De là et de ici. Et donc, par la suite, on va utiliser la boîte à outils de traitement, vous pouvez voir ici, que vous faites apparaître via la petite roue dentée juste au-dessus. Là, avant d'utiliser la boîte à outils de traitement, une action très importante au niveau des couches raster, l'ensemble des couches raster qu'on a sélectionnées, ça va être en fait de définir le système de projection. Donc pour cela, vous sélectionnez l'ensemble de vos couches raster sur le projet, et vous allez faire clic droit et définir le SCR. Donc là, dans le cas présent, on va utiliser le système de Lambert 93, donc le système de projection au niveau de la France métropolitaine officiel depuis 2000. Donc ensuite, vous voyez le petit encart là. Et donc par la suite, donc vous cliquez sur OK. Une fois qu'on a standardisé le SCR, on peut par la suite créer notre VRT. Donc dans la boîte à outils de traitement, dans la fonction recherche, vous tapez VRT et vous cliquez, la flèche s'est encore décalée, vous cliquez sur construire un raster virtuel. Vous arrivez sur cette interface. Donc toujours le petit encart où vous sélectionnez là uniquement les couches raster que vous avez préalablement intégrées dans votre projet QGIS, et donc après avoir défini le SCR. Vous pensez à décocher cette case là qui en fait va vous permettre de placer chaque fichier sur l'ensemble des bandes de couleurs qui sont définies par le système de couleurs sous ce format là. On y reviendra après. Et vous avez aussi une autre possibilité, si vous n'avez pas défini le SCR préalablement, de le faire ici également. Mais c'est la liste, c'est un peu plus compliqué, c'est recommandé quand même de le faire avant, au préalable. Donc vous cliquez sur exécuter en bas, et donc là vous pouvez voir que dans l'encadré en bas à gauche, vous avez la couche virtuelle qui est apparue. En décochant l'ensemble de nos couches, de nos 6 couches initiales, et en gardant que la couche virtuelle, vous avez l'ensemble des couches qu'on avait initialement. Donc vous avez une simplification de la donnée, ce qui permet de
faciliter grandement l'environnement de travail plutôt de vous retrouver en permanence avec une dizaine ou une vingtaine de couches raster, d'avoir tout centralisé sur une seule et même couche. Et je laisse la parole à présent à Camille qui va vous présenter plus précisément le GeoPackage. Donc, tout d'abord, comment créer un GeoPackage. Donc, donc on appuie on clique sur la petite icône avec le globe et dans la petite boîte en carton. Ensuite, on clique sur ce petit bouton, on choisit donc le chemin dans lequel on va enregistrer donc le GeoPackage dont l'extension est en .gpkg. On lui met le nom de la table, le type de géométrie si on a une géométrie spécifique à lui attribuer. Et donc ensuite on appuie sur OK. Et ensuite on peut voir que là j'ai créé donc mon GeoPackage donc qui est visible dans l'explorateur au niveau donc tout dans le chemin où on l'a placé. Donc ensuite, il faut ajouter une couche à ce GeoPackage. Donc on clique sur le petit icône pour ajouter des couches. Donc ici, on veut ajouter un raster, donc on sélectionne raster. On sélectionne le fichier, donc ici, c'est un fichier TIFF qu'on veut ouvrir. Donc on l'ajoute au projet. Donc il s'affiche dans les couches. On a bien un fichier TIFF. Et il va falloir enregistrer ce fichier TIFF dans le GeoPackage qu'on a créé précédemment. Donc pour ça, on fait un clic droit, on clique sur exporter et enregistrer sous. Ensuite, pour le format, on sélectionne donc GeoPackage. Pour le nom du fichier, en fait, il faudra sélectionner. Donc là, j'ai fait un autre GeoPackage qui s'appelle le MNT. Donc c'est la base de données dans laquelle on veut enregistrer donc la couche TIFF. Et on sélectionne donc le nom que portera cette couche TIFF dans le GeoPackage. Donc ici, je l'ai appelé MNT. Et on n'oublie pas de sélectionner le système de coordonnées de référence. Et donc ici, juste un petit aparté, on peut voir qu'on peut faire du pyramidage, ce que Clément va vous présenter juste après. Et donc ensuite, on clique sur OK. Et donc on a bien la couche MNT, donc qui est en fait la couche elle vient se placer dans la base, dans le GeoPackage qu'on a créé juste avant. Donc je vais laisser Clément vous parler donc, du pyramidage. Donc bonjour à tous, donc, je vais vous parler du pyramidage. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de gagner un petit peu en fluidité et en confort de travail sous QGIS. Le fait est que parfois on va travailler avec des rasters qui ont une très haute résolution, donc qui ont une grande quantité d'informations. Et le souci, c'est que QGIS va toujours chercher à nous afficher cette quantité d'informations-là. Donc, qu'on soit à petite comme à grande échelle, le souci, c'est qu'on a une forte quantité de données, ce qui fait un petit peu ramer l'ordinateur. Et en plus de ça, on peut constater que quand on a beaucoup trop d'informations, ça nuit même à la lisibilité de l'information ici. Le principe du pyramidage, en fait, ça va être, à partir d'un raster, de créer plusieurs rasters avec des résolutions différentes, donc de moins bonne qualité, qui vont s'adapter en fait, à l'affichage voulu. Donc en fait, on va avoir un programme qui va choisir en permanence un optimum. Donc voilà, ici, si on lance le pyramidage, le principe c'est qu'on va découper notre image en plusieurs sous-images, donc voilà, en fonction du niveau de zoom sur la carte, et à chaque image, on va affecter une résolution différente. Donc voilà, ici, si on est très peu zoomé, on a très peu de qualité sur l'image, mais c'est pas grave, puisqu'en soi, si on avait une meilleure précision, on ne serait pas en mesure de la voir dans tous les cas. Donc là, sur le zoom, on gagne en précision, on gagne en lisibilité, et évidemment, si on arrive à un niveau maximal de zoom, on a quand même la même quantité d'informations, la même qualité d'informations que sur le raster initial. Donc alors comment ça se passe? Tout simplement, on va sélectionner la carte qui nous intéresse, donc dans notre couche, un petit clic droit sur les propriétés, et donc du coup, voilà, on arrive sur cette interface-là. Donc vous constatez, donc ici on a un petit zoom de ce qu'on peut voir ici, que le pyramidage nous conseille de faire une sauvegarde du fichier de base, parce qu'il est vrai que cette opération-là peut endommager le fichier, donc il est préférable d'en avoir une copie. Et ensuite, ici, donc, vous avez le nombre de résolutions voulues. En effet, on peut supposer que 3 types de résolutions différentes seront suffisantes pour un affichage. Après, si on est sur des rasters qui ont beaucoup de qualité, on peut aller jusqu'à 6 ou 7 niveaux de résolution. Donc on a juste à sélectionner les niveaux de résolution qui nous intéressent, lancer donc, via le petit bouton « Construire les pyramides », et en fait, à partir de là, c'est terminé.
J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on est dans nos fichiers, donc ici voilà le fichier carte en .vrt, ce dont Julien vous a parlé précédemment, on a la création d'un fichier .ovr. En fait, c'est ce fichier qui contient toutes les données qui vont nous permettre à QGIS de choisir quel niveau de résolution il va prendre en compte pour le niveau d'échelle que vous avez choisi d'afficher sur QGIS. En général, ce fichier il va peser en moyenne 30% du fichier VRT, mais bon, comme vous pouvez le constater, on a seulement un seul fichier qui permet d'afficher tout ça, donc c'est plutôt avantageux. Donc là, en fait, on va vous présenter un petit exemple de traitement d'un fichier avant et après pyramidage. Donc c'est juste un raster ici, et je vais zoomer, dézoomer sur ce raster-là, et vous constatez qu'en temps réel, le raster met un peu de temps à s'afficher, c'est pas super pratique, c'est pas homogène du tout, et donc on voit qu'on a très peu de lisibilité. Et là, quand j'essaie de zoomer, le raster disparaît et réapparaît. Maintenant, je vais prendre le même fichier raster, et en fait, je vais appliquer le pyramidage. Donc voilà, c'est pyramidé. Et vous constatez que je peux zoomer, dézoomer, me déplacer, on a vraiment une meilleure lisibilité. Et ça fonctionne parfaitement. Le seul petit inconvénient, donc, à l'utilisation du pyramidage, c'est qu'il faut bien penser à le faire avant ou pendant la mise en place du GeoPackage, puisque ce pyramidage-là n'est pas faisable sur un fichier qui est déjà sous format GeoPackage. Je vais maintenant donner la parole à Kémy, qui va vous présenter un petit peu de nouveaux exemples de traitement. Du coup, on a voulu tester quelques performances sur des traitements, donc comparer des fichiers raster en TIFF ou en GeoPackage au niveau du temps de traitement. Donc pour ça, on a pris le MNT à l'échelle de l'Hérault, donc en TIFF ou en GeoPackage, plus une couche vecteur, donc les bâtiments industriels qu'on voit en blanc, qui est en format GeoPackage. Donc on a essayé de faire une pente sur le modèle numérique de terrain, et on voit qu'on a un fichier TIFF en fait, qui est traité plus rapidement que le fichier GeoPackage. Et par contre, pour une statistique de zone, donc entre le MNT et le modèle numérique de terrain et les bâtiments industriels, on a un temps de traitement entre un TIFF ou un GeoPackage qui est à peu près comparable. Donc je pense qu'il faudrait un peu plus de tests, un peu plus de... Parce que là, on a traité vraiment, on a fait juste deux essais, enfin deux exemples, et je pense qu'il faudrait un peu plus d'exemples pour en conclure que le GeoPackage met un peu plus de temps. Et donc je vais vous laisser, Julien, expliquer au niveau de la taille des fichiers GeoPackage. Alors donc un des avantages du GeoPackage, ça va être en fait la réduction de taille des différentes couches raster qu'on va intégrer sous ce format. Donc cette diminution de taille, elle est due à quoi? En fait, elle est due à une conversion du format initial, qui est le format TIFF pour les rasters qu'on rentre dans notre projet QGIS. En fait, ces formats TIFF vont être convertis en format JPEG. Donc les formats TIFF, c'est un ensemble de données numériques qui considère plusieurs systèmes de couleurs. Et en fait, ils vont être convertis seulement sous forme d'une seule couleur, à savoir le format JPEG, qui considère le système de couleurs le rouge, vert, bleu, un des plus anciens systèmes de couleurs utilisés en informatique. Donc on va avoir des données qui seront simplifiées, donc les données numériques initiales qui passeront sur des valeurs entre 0 et 255 pour chaque bande de couleurs du RGB, à savoir le rouge, le vert et le bleu. Donc on a une réduction de l'information due à la conversion des données numériques en images. On a une diminution en moyenne de 40% de la taille des fichiers. Pour vous citer en tant qu'exemple, les 6 couches raster qu'on vous a présentées avant, on passe de 70 mégas à 40 mégas sous format GeoPackage. Donc la réduction de l'information, elle est bel et bien présente. En revanche, au niveau de l'échelle sur laquelle on est pour nos couches raster qu'on a vu précédemment, la conversion se fait de manière à pas altérer la qualité initiale de nos couches raster qu'on a pu voir. Donc sur le bilan au niveau du raster, un des grands avantages justement du GeoPackage, ça va être qu'on va pouvoir créer toute une base de données pouvant intégrer tout type de données. Donc vous avez des rasters, des vecteurs, mais également des données non géospatiales que vous pouvez intégrer. Donc ce qui facilite grandement la gestion du répertoire de travail et de l'ensemble des fichiers qu'on peut avoir à la base sans utiliser de GeoPackage. On va donc avoir l'intégralité des fichiers et des traitements centralisés, comme a pu vous le montrer Clément avec les pyramidages. On va pouvoir avoir
l'ensemble de ces traitements centralisés sur un seul et même document, le GeoPackage. Oui, comme on l'a vu, on a également une réduction de la taille des fichiers. En revanche, quelques points négatifs. Donc on a l'impossibilité d'ajouter un raster si on a déjà un vecteur dans le GeoPackage. C'est dû à un formalisme en fait qui, à la base, le GeoPackage a été codé comme ça parce que habituellement on n'a pas pour coutume de rentrer des couches raster après des couches vecteurs, sachant que les couches vecteurs s'implémentent sur les couches raster. Donc pour pallier à ce problème, on peut créer deux GeoPackages, comme je vous en parlais juste avant. Donc un GeoPackage attribué aux couches raster et un aux couches vecteurs. On a vu que le traitement pouvait parfois être un peu plus long pour les rasters. Et on a l'impossibilité de créer du pyramidage, de faire les traitements à l'intérieur du GeoPackage. Il faut les faire préalablement. Voilà, et donc là, on vous a présenté l'ensemble de l'utilisation des rasters dans les GeoPackages. Et je laisse à présent la parole à Adrien qui va vous présenter les vecteurs. Du coup, on va s'intéresser à tout ce qui est données vectorielles. Et pour ça, on va prendre des données issues du domaine du chapitre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ce domaine du chapitre, c'est avant tout une plateforme expérimentale et pédagogique dont se servent l'INRA, mais aussi les membres du MAS numérique. Mais nous, on va s'en servir comme exploitation. Comme exploitation agricole, on va pouvoir récupérer des données. Cette exploitation agricole, on en a quelques caractéristiques avec des surfaces dans différentes cultures, principalement la vigne, ce qui va nous intéresser, mais aussi les oliveraies et les grandes cultures. Et notre objectif, c'est de déterminer le temps qu'un agriculteur va passer dans sa parcelle. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que vous n'êtes pas tous issus du monde agricole, mais les agriculteurs en CUMA, par exemple, ils vont peut-être avoir besoin de savoir combien de temps Florian ou Nicolas ont utilisé la machine, combien de temps j'ai passé dans ma parcelle au cours du mois, au cours de l'année, pour savoir qu'est-ce qui nécessite le plus de travail, là où je pourrais réduire, etc. Donc plein d'exemples qui pourraient être appliqués directement, qu'on va essayer de présenter sous forme de carte, et dont on a besoin de récupérer des données. Et ces données, on les récupère grâce au boîtier SAM6. Il va falloir que quelqu'un lance. Ce boîtier SAM6, là, on peut le placer sur n'importe quelle machine. Quand on dit machine, ça peut être un tracteur, mais ça peut être aussi une voiture. C'est vraiment un boîtier qu'on prend et qui part au moment où on le lance. Là, on a une petite vidéo de présentation sur un déchômeur, donc une espèce de charrue pour travailler le sol. Et l'agriculteur sort de son exploitation, il va dans sa parcelle, et déjà, il y a les caractéristiques du temps qu'il a passé sur sa route, la distance qu'il a parcourue, et une fois qu'il rentre dans la parcelle, d'autres informations peuvent être prises. Là, forcément, pour la démonstration, on a gardé les informations du temps sur la parcelle et la surface en parcelle, mais sur le fichier suivant, voilà ce qu'on obtient. Le capteur qui est relié, les capteurs qui sont reliés donnent les informations suivantes qu'on peut voir, donc soit la vitesse, le tangage, les lacets, mais nous, on s'est intéressé à 3 principalement. La date, pour savoir quand l'agriculteur est rentré dans sa parcelle, parce que c'est important. Le timestamp, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis 1970. On dirait pas comme ça, mais c'est très important. Et le type, savoir s'il était sur la parcelle, tout à l'heure en bleu, ou sur une route en rouge. Donc à partir de ces données, on va essayer d'extraire le temps passé. Et maintenant qu'on a ce fichier CSV, on va vous montrer comment l'utiliser et l'implémenter dans QGIS. Bonjour. Donc moi, je vais vous présenter un peu l'import du fichier CSV. Alors, il se fait de la même façon au niveau de la barre d'outils avec ce petit icône-là. Et ensuite, on peut voir une différence entre la version QGIS 2.18 et la 3.4. En effet, on voit que le formulaire est bien différent. Pour la 3.4, il va se retrouver intégré au gestionnaire des différents imports, avec une ergonomie bien plus agréable et bien plus simple à gérer. Donc, une fois qu'on a importé ce fichier, on peut voir qu'il se caractérise par des points, par une couche vectorielle, représentée par des points qui contiennent les données donc de SAM6. On peut voir dans la couche ici. Et on va également importer une couche représentant le parcellaire du chapitre et faire une intersection pour avoir uniquement les données à l'intérieur des parcelles. Donc, on peut voir... excusez-moi. On peut voir que... l'intersection, on peut directement l'enregistrer dans un fichier GeoPackage qu'on a créé auparavant, comme l'a dit Camille.
Et un autre avantage de la version 3.4, on peut voir ici qu'on peut réaliser l'intersection à partir de fichiers issus de systèmes de coordonnées différents, ce qui n'était pas possible avant et qui simplifie énormément l'intersection et fait gagner du temps sur le temps de travail. Donc une fois l'intersection faite, on voit qu'on a uniquement les données à l'intérieur des parcelles, c'est ce qu'on veut récupérer. Une fois ces données récupérées, nous, dans notre problématique, on veut réaliser des calculs pour récupérer le temps horaire passé par parcelle. On va réaliser ces calculs grâce au requêteur, qui est en fait une nouveauté dans la version 3.4 de QGIS. En effet, il n'était pas présent avant et va énormément simplifier les tâches, ici surtout pour l'utilisation d'un format GeoPackage qui est structuré sous une forme de base de données. Donc on va pouvoir utiliser le langage SQL, qui est un langage informatique, qui permet d'extraire des informations de base de données. Donc par exemple là, pour aller jusqu'au requêteur, on doit cliquer sur base de données dans la barre de menu, puis dans DB Manager, qui est donc le gestionnaire de base de données qui permet d'interroger n'importe quel type de base de données. Ici, ce sera donc notre fichier GeoPackage qu'on a créé auparavant. Et donc, grâce à une requête SQL, qui peut paraître un peu compliquée, mais qui est accessible à tous à partir d'informations sur Internet, par exemple, on va pouvoir récupérer donc les données voulues, le temps passé par parcelle, par passage, donc, qui est sur ce tableau-là. Juste un petit bug qui est pas très grave, mais qui nous est apparu. C'est cette erreur qui apparaît lorsqu'on veut réaliser une requête plusieurs fois. On ne peut pas la réaliser plusieurs fois d'affilée, en fait. C'est pas très grave, on a juste à enregistrer notre requête et à fermer le requêteur pour le réouvrir et rappeler notre requête et la réexécuter. Mais ça fait perdre un peu de temps, c'est juste le léger inconvénient. Maintenant, je vais laisser la parole à Elsa pour la suite de la procédure. Bonjour. Donc la dernière étape par laquelle on est passé dans notre travail, avant donc la sortie cartographique, ça a été de faire une jointure donc, entre les temps par parcelle qu'on a obtenus et la table parcellaire chapitre. Donc d'abord pour sauvegarder les données, les résultats qu'on avait obtenus, mais surtout pour que les temps soient associés donc, aux parcelles donc dans la table parcellaire chapitre et puis pour qu'on puisse faire ensuite une sortie cartographique. Donc petite explication pour faire la jointure, donc il suffit juste de faire un clic droit, donc ici sur la table parcellaire chapitre, d'aller dans les propriétés de la couche et de saisir donc l'onglet jointure. Et donc voici un aperçu donc, des résultats qu'on a obtenus. Donc on voit donc une carte avec des parcelles de différentes couleurs en fonction des temps obtenus par parcelle. Donc par exemple en bleu, des parcelles avec des temps de passage compris entre 4 minutes et 17 minutes. Et en rouge, des parcelles avec des temps de passage compris entre donc, 162 minutes et plus de 13 000. Donc on obtient un étalement des résultats assez importants parce qu'il s'agit de données expérimentales. Et on s'est aperçu que le boîtier SAM6 avait été embarqué sur différentes machines, d'où l'étalement des résultats. Et donc pour faire un bilan du travail sur les vecteurs, donc, pour ramener à la problématique de la demande client, donc on a abouti à un livrable qui est une carte présentant les temps moyens passés par la machine agricole sur chaque parcelle. Donc, les avantages qu'on a vus du GeoPackage dans notre travail, ça a été qu'on peut mettre dans un seul fichier donc, des couches vectorielles, mais également des tableaux de données donc, qui contiennent des données qui sont non géoréférencées. Et donc également avec le GeoPackage qui peut être utilisé comme une base de données, ça a été possible d'utiliser donc le requêteur avec des requêtes SQL qui a été plutôt un gros gain de temps pour faire les calculs et obtenir nos résultats. Et donc juste pour un petit point négatif, si on veut passer donc en GeoPackage, il faut éventuellement, si on parle que de données en shapefile, il faut inclure le temps, il faut inclure les fichiers dans la base de données GeoPackage, donc ça prend un petit temps supplémentaire. Donc du coup, je vais laisser la parole au groupe qui a fait une visualisation un peu plus poussée, donc la visualisation 3D des données. Bonjour. Donc, dans la suite, en fait, nous allons vous présenter les résultats d'analyse de nos données. Et nous allons surtout prendre l'occasion de découvrir en fait une des nouveautés de la version 3 de QGIS, qui est
la vue 3D. Donc avec cette nouvelle version, vous avez la possibilité en fait d'intégrer une vue 3D à côté de la carte 2D classique. 2D classique et pour avoir des informations 3D en même temps que la carte, qui peut être très intéressant. Non. Au niveau du plan, en fait, dans un premier temps, nous allons vous introduire aux vues 3D, comment le créer, configurer, utiliser, faire sortir des résultats. Nous allons faire un bilan aussi sur ce nouvel outil, ses avantages, ses désavantages, le comparer avec le plugin QGIS 2Trees.js. Et enfin, nous allons vous montrer comment nous pouvons appliquer ce nouvel outil pour répondre à notre problématique fine rouge, qui est le temps de passage par parcelle des tracteurs. En fait, pour créer la vue 3D, il faut aller dans l'onglet Vue et cliquer sur une nouvelle vue 3D. Et ensuite, une nouvelle fenêtre qui contient la vue 3D qui va ouvrir. Il y a plusieurs paramètres à régler. Donc, il faut tout d'abord indiquer en fait comment on définit l'élévation de la carte 3D. Donc ici, on l'a choisi de définir l'élévation de la carte 3D avec la couche qui contient notre modèle de numérique terrain, le MNT. Et puis ensuite, on l'a défini aussi à l'échelle verticale A5 parce qu'on est dans une zone assez plate. Du coup, il vaut le coup d'exagérer un peu l'élévation de la carte 3D par un facteur de 5 par exemple pour qu'on voit plus les reliefs sur la carte. Ensuite, on peut configurer le rendu 3D aussi des couches vectorielles. Donc pour cela, il faut aller dans les propriétés de la couche et activer l'option rendu 3D. Donc par exemple ici, on a une couche des bâtiments et de même, il faut définir comment on définit en fait l'élévation des éléments de la couche. Donc par exemple pour les bâtiments, on dit que l'élévation de chaque élément, c'est défini en se basant sur les valeurs de l'attribut hauteur, c'est le hauteur en fait des bâtiments. Un petit remarque, c'est que pour les couches vectorielles qui n'ont pas les éléments nécessaires pour faire le 3D, qu'on active cette option, le QGIS va essayer quand même de générer une vue 3D, mais à partir de rien. Donc du coup, il faut faire un peu n'importe quoi en fait. Donc par exemple, on a une couche dans notre donnée sur les routes. Dans les routes, c'est pas des objets 3D en fait. Il n'y a pas une volume, il n'y a pas une hauteur. Donc on cliquait activer cette option rendu 3D. QGIS essayait de générer quand même une vue 3D pour les routes. Par contre, on voit sur la carte des traits 3D en discontinuité un peu partout sur la carte. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc pour ce type de couche, c'est pour ce type de couche, il vaut mieux de laisser désactiver en fait le rendu 3D. On l'a vu aussi, les possibilités d'intégrer des flux WMS, les données à distance, pour créer une vue 3D aussi. Donc au début, il faut un peu de temps pour télécharger les données de leur site, pour importer dans QGIS. Mais une fois que les données sont chargées déjà dans QGIS, dans la suite, on peut bouger dans la carte 3D, dézoomer, déplacer, sans besoin de recharger encore une fois les données à distance. En fait, c'est peut-être que les données sont stockées quelque part localement. Et donc ici, par exemple, on a réussi de créer la vue 3D des éléments de la carte des pentes pour l'agriculture d'hygiène. Et on voit que c'est possible aussi de créer une vue 3D pour les données WNS. Bon, je passe la parole à mon collègue pour présenter sur l'animation 3D. Merci, bonjour. Maintenant, je vais vous présenter deux fonctions. Il y a l'animation 3D et aussi la mise en page de vue 3D. Pour l'une des nouveaux fonctionnalités, c'est la possibilité de faire une animation 3D. Et pour ce faire, il y a le petit bouton animation 3D et il y a 3 paramètres que vous pouvez modifier. Par exemple la durée de l'animation, et vous pouvez aussi diviser l'animation en plusieurs séquences, et pour chaque séquence vous pouvez avoir différentes animations. Donc comme vous le voyez ici, voici les différentes animations que vous pouvez affecter pour chaque séquence.
Le petit bémol pour cette fonction, c'est qu'on ne peut pas extraire la vidéo, on ne peut pas enregistrer. C'est pour ça qu'on a fait, pour le résultat, donc nous avons fait appel à une capture vidéo pour vous montrer un peu l'animation qu'on peut faire dans cette fonction. Donc on peut voir ici l'animation 3D. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas enregistrer la vidéo. Et après, je vais vous parler de la mise en page de vue 3D. Comme dans la version précédente, donc il y a le bouton classique, le bouton classique pour la mise en page. Donc au début, on va créer la carte. Donc il faut saisir le nom de sortie de votre carte. Après, vous arriverez dans l'interface classique de la mise en page. Il y a tous les boutons comme insérer les titres, insérer les cartes et insérer les légendes. Et après, on a la possibilité donc de générer les deux cartes. Ici, on a la carte 3D et ici, on a la carte vue 2D. Le problème ici, c'est que par rapport, on peut pas intégrer l'échelle, la légende avec la vue 3D, ce qui est vraiment dommage. Comme vous le constatez ici, l'échelle ici, c'est pour la vue 2D. Et l'autre bémol aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre la flèche nord avec la 3D, mais c'est vraiment dommage. Mais je pense que ils vont prendre en compte pour la version finale qui va sortir en février. Et maintenant, Antoine va vous présenter les comparaisons entre le 3D, le plugin 3D des versions précédentes et le 3D natif. Merci, en dessous. Alors, tac. Voilà, juste faire un petit retour. Voilà, c'est mieux. Sur la superposition avec la vue 2D. Ce qui est intéressant, c'est que la vue 3D, on peut maintenant la mettre un peu partout sur notre outil de navigation de QGIS. Et donc, on peut superposer notre vue 3D avec notre vue 2D pour se repérer. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que la navigation, elle est extrêmement simple. On peut faire des angles, des zooms avec la souris et contrôle. Donc c'est comme un peu un jeu vidéo. On se déplace très aisément. La configuration aussi est très très simple. Et on a eu quelques problèmes quand même pour l'extraction 3D qui n'est pas ultra stable encore. Et ce qui nous déçoit un peu, mais en même temps qui est un bon point, c'est la possibilité de créer des animations, pas pouvoir les extraire. Voilà. Donc si on va un peu comparer QGIS à la vue 3D de QGIS à QGIS to FreeJS. Donc le point fort, bien sûr, c'est l'intégration de la carte 3D à côté de la carte classique. Et le point négatif, c'est que on a pas ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas créer une vidéo et l'extraire. Et on a eu des crashs, notamment avec des fichiers qui sont trop lourds à gérer. Par exemple, si on met des hauteurs de bâtiments sur une ville, ça va être un peu lourd à gérer pour la 3D et donc pas forcément visible, quoi. Voilà. QGIS to FreeJS continue son bonhomme de chemin malgré tout, et il est présent dans la version 3.4, même si une bonne partie de ses fonctionnalités ont été absorbées dans la version 3.4 en natif intégré. Il continue à être quand même nécessaire si on veut faire des extractions sur le web, et il a été développé une preview sur l'utilitaire directement, ce qui nous permet d'accéder à une certaine vision de la carte qu'on souhaite extraire sur le web. On a repéré un vrai problème, c'est que en fait, on ne peut pas afficher la vue 3D native de QGIS et en même temps pouvoir afficher notre QGIS to FreeJS. Alors, je ne sais pas, une incompatibilité entre les deux qui fait qu'on ne peut pas accéder à l'un et à l'autre. Voilà. Donc on est obligé de fermer QGIS, de le relancer et d'avoir fermé la vue 3D avant pour pouvoir afficher notre QGIS to FreeJS. Pour faire un petit bilan,
L'outil 3D, c'est vraiment très très utile pour visualiser les informations, donner de la matière en fait à voir, surtout pour des gens qui n'ont pas une expérience importante en géomatique. Les compositions de QGIS, elles sont vraiment fonctionnelles maintenant en 3D. Et on a pu représenter du coup les résultats de SAM6 en 3D, ce qui va aider à la compréhension. Donc je vous passe déjà les résultats qu'on avait sortis avec le sorti du temps de passage par parcelle en 2D. En bas, un ensemble d'attributs qui nous renseignent sur le temps de parcelle. Et finalement, la représentation 3D qu'on a avec le MNT, le modèle numérique de terrain. Donc en fait, l'avantage là, c'est qu'on a représenté des parcelles à gauche en 2D et à droite en 3D. Et la 3D, en fait, ça permet de donner un peu de l'épaisseur, de la visualisation sur le temps qui passe par parcelle dans ce MNT qui représente en fait la physique du terrain. Donc on peut peut-être trouver des corrélations entre les deux, entre la physique du terrain, ou aussi bien voir, visualiser dans la parcelle, il y a vraiment des endroits où on va passer plus de temps, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le fil rouge, un peu de notre question commanditaire. Donc là, je vais reprendre un peu tout ce qu'on a vu au long de cette présentation. En quoi est-ce que la version 3.4 a permis de répondre à notre demande client, qui était la fabrication d'une base de données géographique et savoir le temps passé sur chaque parcelle. Donc, dans un premier temps, on a vu que le format GeoPackage, ça permettait de manipuler beaucoup plus facilement les données parce qu'il réunissait et les données et les métadonnées. On a vu ça, par exemple, lorsqu'on a voulu manipuler des rasters, on n'avait qu'un seul fichier, ce qui permet d'optimiser l'environnement de travail, malgré quelques petites limites, comme par exemple le fait qu'on ne pouvait plus rajouter de rasters une fois qu'on avait rajouté des vecteurs. Pareil, lorsqu'on a fait le temps horaire, on avait aussi moins de fichiers à manipuler. Et on avait surtout le gros avantage d'avoir un requêteur qui permettait de faire les calculs très facilement. Et enfin, avec la 3D, on a vu que la 3D est plus stable sur QGIS 3.4, malgré le fait qu'il y a encore quelques crashs. Et ça permet de pouvoir visualiser simultanément des variables physiques comme des variables temporelles. Par exemple, ici, on vous l'a montré au travers de la corrélation entre la physique des parcelles et le temps de travail. Et ça permet d'avoir des sorties qui sont très lisibles et très esthétiques quand on veut les rendre, par exemple, à notre agriculteur pour qu'il puisse mieux comprendre les résultats de notre travail. Je vais passer maintenant la parole à Aurélie qui va revenir cette fois-ci sur les points faibles. Ah non. Bon. Alors non, on ne va pas vous parler des bugs. Merci d'avoir écouté notre présentation. On espère vous avoir prouvé que la version 3.4 de QGIS peut être assez intéressante et que le GeoPackage, c'est possible de l'utiliser et que ça permet d'être une bonne alternative au shapefile pour certains types de données ou certaines problématiques.